Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble pour décrypter, analyser toute l'actu du monde du sport d'ici et d'ailleurs. Installez-vous confortablement chez vous à la maison. La grande team démarre maintenant. Voici notre sommet du jour. Au sommaire de ce dernier numéro de la grande team de la semaine, les informations sportives en relation avec la CAN 2025 au Maroc, c'est dans CAN News. Éléphant, Seri, Zaha, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Dorgelès Kofi et sa team et excellent week-end sur la 3. C'est la DER de la semaine. Avec moi ce soir, bien sûr, coach Koudouignon Adélaïde. Bonsoir, coach. Bonsoir. Juste à côté, Valère. Allez, on annonce déjà le week-end. Valère, bonsoir. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Serge Dakouri. Bonsoir, Dorgelès. Vous allez bien? Grâce à Dieu. Yes, ça a été bien? Mouvementé. Le retour à la maison? Ah oui, beaucoup d'appels. Hein. Allez, bonsoir, coach Gianni Tarek. Vous allez bien? Bonsoir, oui, et vous? Super, allez. Et puis, on rappelle que la CAN se poursuit sur la 3 jusqu'au dimanche 18 janvier 2026 pour la grande finale, bien sûr, la 3 pour vibrer, Radio Côte d'Ivoire pour vivre et RTI Play pour revivre. La question GT de ce soir. Éléphant, Seri, Zaha, Kessié, Seko, Fofana, les anciens sont-ils encore utiles? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Éléphant, Seri, Zaha, Kessié, Seko, Fofana, les anciens sont-ils encore utiles? À présent, place à notre première articulation. CAN News. Côte d'Ivoire, un match amical contre l'équipe de France annoncé. Après l'élimination des éléphants en quart de finale de la CAN 2025, cap désormais sur la préparation du mondial 2026. En effet, selon le journal L'Équipe, les protégés du président Yassine Idriss Diallo défieront probablement les Bleus en amical le 4 juin prochain à Nantes. Un test grandeur nature pour les poulains des Mers Faé avant leur entrée dans le groupe E où ils croiseront le fer successivement avec l'Équateur, l'Allemagne et le Curaçao. Pour mémoire, la France et la Côte d'Ivoire se sont déjà affrontés à 3 reprises lors des 20 dernières années dans le cadre de matchs amicaux. Au décompte, 2 défaites pour les Ivoiriens et un seul résultat nul. Nigeria, une grosse prime malgré l'élimination. L'homme d'affaires nigérian Abdul Samad Rabiou a tenu à récompenser les Super Eagles malgré la profonde déception de l'élimination de l'équipe face au pays hôte, le Maroc, en demi-finale. La profonde déception s'est atténuée par la belle prime offerte par le milliardaire industriel. Celle-ci est de 500 000 $, soit 300 millions de francs CFA, le montant qu'il avait promis si l'équipe arrivait à se hisser en finale. En dépit de l'échec, Abdul Samad Rabiou a confirmé qu'il maintiendrait sa récompense. Le Nigeria a peut-être échoué, mais sa campagne a été saluée par un geste significatif du richissime homme d'affaires. Ce dernier a salué ce qu'il a décrit comme le caractère, la résilience et l'unité montrée par les joueurs tout au long de leur parcours dans cette CAN 2025. Vous vous êtes battus avec vos cœurs, vous avez tout donné et vous avez montré un vrai courage et une vraie détermination sur le terrain. Même si ce n'était pas prévu cette fois, vous avez rendu chaque Nigérian fier, a écrit Abdul Samad Rabiou dans un communiqué. CAN, meilleur buteur de l'histoire. Sadio Mané intègre le top 5. Auteur de l'unique but de la demi-finale contre l'Égypte, Sadio n'a pas fait qu'envoyer son équipe en finale. L'international sénégalais, à travers sa réalisation, intègre le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce 11e pillon planté le met désormais à égalité de buts avec le Camerounais Patrick Mboma, l'Égyptien Hossam Hassan et l'Ivoirien Didier Drogba. Samuel Eto'o, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, domine toujours ce classement avec 18 buts, tandis que Laurent Pokou pointe à la 2e place avec 14 réalisations, suivi du géant nigérian Rachidi Yekini et Hassan El Chazli, auteur de 12 buts. Sadio Mané, qui disputera la finale avec les Lions de la Teranga, peut encore espérer améliorer ses statistiques dans ce tableau. Égypte, le réquisitoire d'Hossam Hassan.
Hossam Hassan a livré une charge frontale contre l'organisation entre le calendrier, les déplacements et l'arbitrage à l'issue de l'élimination de son équipe en demi-finale par le Sénégal. Le technicien égyptien a transformé la sortie de la CAN de ses poulains en un réquisitoire pointant ce qu'il considère comme une accumulation de désavantages subis par sa sélection. Ce qui est arrivé à notre équipe n'est pas juste. Jouer après seulement 2 jours du match contre la Côte d'Ivoire, en plus d'arriver tout juste d'un voyage alors que le Sénégal a eu 3 jours de repos et joue dans la même ville où il est resté pendant tout le tournoi, a-t-il décrié. Un constat factuel partagé avec le Maroc qui n'a pas bougé de Rabat une seule fois. La charge d'Hossam Hassan s'est ensuite déplacée vers l'arbitrage. Le technicien égyptien n'était visiblement pas content et attiré dans tous les sens. CAN 2025. Luis Enrique fier d'Hakimi et Mbaye. S'il y a un entraîneur qui est bien heureux de voir 2 de ses joueurs qualifiés avec leurs pays respectifs pour la finale de la CAN 2025, c'est bien Luis Enrique, le patron du banc de l'encadrement technique du PSG. Le technicien espagnol a en effet exprimé toute sa fierté de voir Achraf Hakimi du Maroc et Ibrahim Mbaye du Sénégal atteindre ce niveau de la compétition. Je suis fier, vraiment, parce que c'est beau de les voir dans une finale. C'est important après tous les efforts qu'ils ont fait ces derniers mois. Après, il n'y en a qu'un seul qui peut gagner, mais c'est positif pour le PSG, pour le Sénégal et le Maroc, a confié Luis Enrique. CAN 2028. Le Maroc, grand favori pour l'organisation. Pays hôte de la CAN 2025 en cours actuellement, le Maroc est candidat à l'organisation de la CAN 2028 et le royaume chérifien, selon certaines indiscrétions, est en pole position pour être désigné à nouveau pays organisateur de cette compétition en 2028. Des discussions dans ce sens seraient très avancées au sein de la CAF, nous apprend-on. Un autre pays candidat à l'organisation de cette CAN 2028 est annoncé. Selon le journaliste Romain Molina, il s'agit de l'Égypte. Mais la CAF pencherait pour le Maroc qui, avec ses infrastructures haut de gamme, est déjà prêt à accueillir une autre compétition sur son territoire. On n'attend plus que la confirmation de la Confédération africaine de football pour savoir le nom du pays hôte de la CAN 2028. Allez, de retour sur le plateau de la grande team. La question LGT de ce soir, série Jean-Michel, Wilfried Zaha, Franck Yannick et Seko Fofana. Les anciens sont-ils encore utiles? Eh bien, pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, nous allons débriefer CAN News. On va commencer bien sûr avec Valère Sinclair. CAN, meilleur buteur de l'histoire. Sadio Mané intègre le top 5. Ouais, Sadio Mané qui intègre le top 5, c'est un joueur fabuleux, c'est un joueur aujourd'hui qui a imposé sa statue dans ce football, dans le football africain d'abord. Il a fait le grand club de Liverpool où il était l'un des éléments clés de Jürgen Klopp. De là, il est parti aujourd'hui en Arabie Saoudite. En CAN, aujourd'hui, en toute réalisation, ça fait 20 réalisations quand on veut parler de buts et passes décisives, 11 buts. 9 passes décisives, il passe à numéro 1. Il a marqué cette CAN. Avant lui, le Sénégal n'a joué qu'une seule finale de la CAN. Aujourd'hui, le Sénégal, en 4 ans, va jouer 3 fois la finale de la CAN. Il a été encore décisif, en demi-finale. Et aujourd'hui encore, il bat un autre record. Il a 29 participations, 29 matchs. Il a atteint s'il joue la finale, ça fera 30. Il va battre le record qu'il détient aujourd'hui avec notre compatriote Kolo Habib Touré. 29 matchs de CAN. Sadio Mané, c'est le patron de cette équipe du Sénégal. Le Lion de la Teranga, c'est le patron, c'est le maître à jouer. Aujourd'hui, il n'est plus sur les ailes. Il tourne plus au centre, à côté de Jackson. Et tout passe par lui. Sadio Mané, belle chose pour le continent africain. L'un des plus grands joueurs du continent africain. Allez, Kodjani, Sadio. Oui, Sadio Mané, d'abord, il est marqué comme le joueur le plus complet dans l'histoire de la phase finale de la CAN, puisqu'il participe. Il a 20 contributions, je crois. Ouais, 20 contributions. Il dépasse Drogba avec... il dépasse Samuel Eto'o qui a 18. Ou 18. Et Drogba 16, je crois.
Oui. Oui. Donc, il est impliqué dans pratiquement dans un nombre élevé des buts du Sénégal. C'est un joueur complet. Il est là quand qu'il doit donner la dernière passe. Il est là, il est décisif. C'est un joueur vraiment qui est rentré dans l'histoire. Un joueur très important pour le Sénégal. Et il a encore la chance d'être le meilleur buteur s'il marque ou bien il donne une passe décisive. Il va battre encore des records. C'est un joueur très important pour le Sénégal. On verra à la finale, est-ce qu'il va être buteur ou bien passeur décisif. On verra. Chaque fois qu'il a marqué, le Sénégal n'a jamais perdu. Oui, voilà. Donc... Allez, on va croiser les doigts, bien sûr. Sénégal, REC, bien sûr. Allez, avec Serge Dakouri, on part au Nigeria. Une grosse somme, bien sûr, en termes de primes, malgré l'élimination. J'ai eu la chance d'être au Nigeria du 22 décembre dernier au 27, du côté de Lagos, et j'ai pu apprécier la qualité de la ville. Population de 32 millions d'habitants, avec des quartiers importants comme Banana Island ou Victoria Island, où résident les milliardaires nigérians. Croyez-moi, le Nigeria, c'est du gigantisme. Plus de 17 ponts, plus de grands quartiers avec des hélicoptères dans les pistes d'atterrissage. C'est un gros pays. Toutes les grosses sociétés mondiales ont pignon sur rue au Nigeria. Donc il faut faire attention à l'image détestable qu'on donne du Nigeria. Non, Lagos, c'est une ville fréquentée par tous les grands hommes d'affaires. Bill Gates y est. Toutes les grosses sociétés américaines sont présentes. Et quand on voit un richissime milliardaire reconforter son équipe nationale malgré l'élimination, il salue ainsi le parcours du Nigeria durant cette CAN, depuis la phase de poule jusqu'à maintenant. On a apprécié les fulgurances de Osimhen, on a vu la virtuosité technique d'un certain Ademola Lookman, on a été aussi sous le charme défensif d'un certain Calvin Bassé, et aussi on a apprécié les prouesses d'un gardien comme Stanley Nwabali. Tout ça, mis ensemble, montre une fois de plus que ce géant d'Afrique demeure une place installée du football africain. Quoi de plus normal qu'un fils de pays, Abdelhamad Rabiou, eh bien, récompense 500 000 $, ça fait 300 millions de francs CFA à partager à 25 gladiateurs. Je pense qu'ils ont honoré le drapeau nigérian à travers leur performance dans cette CAN. Et il faut saluer cela. Et que certains de nos hommes d'affaires aussi, quand les éléphants ou alors des Ivoiriens hissent le drapeau ivoirien sur le toit du monde, récompense à plus fort. On a eu dans l'athlétisme, on a eu au taekwondo, on a eu dans d'autres disciplines. Dès qu'un Ivoirien monte le drapeau à l'échelon international, il faut que ces hommes d'affaires, là aussi, aillent dans le même sens que Abdelhamad Rabiou, le milliardaire nigérian qui offre 300 millions malgré une élimination en demi-finale. C'est à saluer. Il faut que ceux d'ici, de temps en temps, s'illustrent comme ça pour encourager les athlètes car ils font monter le drapeau du pays à travers les compétitions continentales. Coach, avec vous? Oui, vous parlez de un sujet? La France, peut-être? Oui, on avait parlé de l'organisation, le Maroc qui veut faire la Coupe du Monde, la CAN en 2028. Je pense que le Maroc a eu sa CAN, il l'a bien organisé, mais il faut dire que quand on fait les statistiques, c'est quand le Maroc joue qu'il y a les spectateurs. Donc, côté spectateur, il y a un peu un doute. Est-ce qu'on doit leur donner cette chance encore d'organiser cette CAN, qu'on donne la chance aux autres pays? Ah, bien entendu. Pour que les autres expérimentent. Parce qu'il y a des enjeux dans chaque pays. Quand on organise la CAN, il y a quand même des infrastructures qui naissent, il y a des biens que les autres pays vont gagner. Et comme ça, toute l'Afrique sera vraiment structurée dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons le niveau de la compétition, c'est parce qu'on a donné la chance à certains pays de s'organiser. Donc, qu'on permette à certains pays, à part le Maroc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu arrives au centre technique du Maroc, bien organisé, ils ont des structures bien organisées, mais ça ne fait pas de vraiment le seul pays d'Afrique. Le seul pays d'Afrique. Donc, on donne la chance à tous les pays. Bon. Allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après, on poursuit. Sur la 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein?
playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plafond. Ça fait que neta não lhe forte. Forte por parça, bigode, trote. É o que elas quer dar. Renouer avec tout. Spécial finale, c'est maintenant. Maroc-Sénégal, les deux sélections bien sûr africaines au classement en FIFA, les mieux classés s'affrontent en finale de la CAN 2025 ce dimanche à Rabat au Maroc. Les enjeux de cette affiche de rêve préparée par la rédaction. L'apothéose de la CAN 2025 est prévue pour ce dimanche 18 janvier 2026 au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat avec la grande finale qui opposera le Maroc, pays organisateur, au Sénégal. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est la première fois que les deux sélections se rencontreront en phase finale de la CAN. Et il va sans dire que cette finale est inédite. Toutefois, le Maroc et le Sénégal se sont croisés à plusieurs reprises en qualification pour la CAN et pour la Coupe du Monde, ainsi qu'en matchs amicaux. Le bilan de ces confrontations est largement en faveur des Lions de l'Atlas, qui comptent 18 victoires contre 6 succès pour les Lions de la Teranga et 7 nuls. Les deux sélections ont par contre chacun un sacre continental. Le Maroc a soulevé le trophée en 1976, tandis que le Sénégal est monté sur le toit d'Afrique lors de l'édition 2021. L'enjeu principal de cette finale est donc la deuxième étoile pour le vainqueur. Depuis le début de la CAN 2025, le Maroc et le Sénégal ont réalisé un parcours sans faute marqué par aucune défaite et présente des caractéristiques similaires. Les deux équipes s'appuient non seulement sur un secteur défensif hermétique avec deux gardiens de but de classe mondiale, à savoir Yassine Bounou et Edouard Mendy, mais aussi sur une attaque prolifique où se distingue notamment Brahim Diaz, meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. Les deux pays comptent également chacun dans ses rangs un inspirateur de jeu exceptionnel, à savoir Achraf Hakimi pour le Maroc et Sadio Mané pour le Sénégal. Sacré joueur africain de l'année 2025, le défenseur du Paris Saint-Germain a l'opportunité d'épingler à son palmarès le sacre continental qui lui manque. De son côté, à presque 34 ans, l'attaquant d'Al Nasser, après avoir été joueur africain de l'année en 2019 et 2022, entend agrémenter sa sortie internationale avec un deuxième sacre continental après celui de l'édition 2021 au Cameroun. Maroc-Sénégal, c'est aussi simplement l'affiche de rêve entre les deux meilleures sélections africaines au classement mondial FIFA, laquelle soulèvera le Graal continental ce dimanche 18 janvier 2026. Allez, pour mieux mener notre discussion ici en plateau, madame, messieurs, je vous propose de voir le parcours et les statistiques des deux finalistes depuis le début de la CAN 2025. On commence bien sûr avec le Sénégal. Victoire du Sénégal contre le Botswana 3-0. Le Sénégal a fait match nul contre la République démocratique du Congo 1-1. Victoire du Sénégal contre le Bénin 3-0. Ensuite, les Sénégalais ont battu le Soudan 3-1. Face au Mali, victoire des Sénégalais 1-0. Le Sénégal également a battu l'Égypte 1-0. Le bilan à présent, 6 matchs, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite, 12 buts marqués, 2 buts encaissés, 4 clean sheets. Meilleur buteur, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Pape Gueye, Chérif Ndiaye, 2 buts. Meilleur passeur, Sadio Mané, 3 passes décisives. À présent, on va regarder le parcours du Maroc. Premier match face aux Comores, victoire des Marocains 2-0. Mali-Maroc, 1 but partout. Le Maroc a battu la Zambie 3-0. Ensuite, Maroc-Tanzanie, victoire du Maroc 1-0. Le Maroc bat ensuite le Cameroun 2-0. Ensuite, le match Nigeria-Maroc 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Tir au but 4-2 pour le Maroc. Bilan: 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 9 buts marqués, 1 but encaissé, 5 clean sheets. Meilleur buteur Brahim Diaz avec 5 buts. Meilleur passeur Ayoub El Kaabi et Zidine, bien sûr, Unai. Naïef Aguerd, 2 passes décisives. Madame, messieurs, que vous inspirent les performances du Maroc et du Sénégal depuis le début de cette compétition, Dakouri? Ben écoutez, on commence par le pays hôte, d'abord, à tout honneur, tout seigneur, étant donné que c'est un pays qui reçoit. On dira honnêtement que le début a été poussif. Le premier tour du Maroc ne ressemble pas à la seconde partie de la compétition.
Remarquez qu'ils ont été tenus en échec par le Comore à la première mi-temps, c'était 0-0. C'est en deuxième mi-temps qu'ils ont trouvé la faille. Quand vous voyez le Maroc contre le Mali a tenu en échec le Maroc à 10. Et donc, c'est dans la partie match à élimination directe que le moteur de Walid Regragui s'est mis en marche. Et puis, il y a une chose à noter, il y a un Maroc sans Hakimi, et puis il y a un Maroc avec Hakimi. Remarquez que quand Hakimi joue, le Maroc se bonifie techniquement et collectivement. Son apport est appréciable. Sans oublier que dans le match, dans les compositions du Maroc, il y a des joueurs clés qui ont quitté le navire. Azedi Nounaï, le joueur de Renan, quand il a quitté, c'était lui qui était le meneur de jeu de cette équipe. Il a fallu recomposer une équipe en mettant d'autres joueurs en place, sans oublier aussi la sortie de Amrabat, qui était milieu défensif devant, et aussi la blessure de Raymond Saïs. Il a dû recomposer, et le Maroc, tel un moteur diesel, au fur et à mesure, est monté en puissance. Le déclic pour moi, pour le Maroc, ça a été le match contre le Cameroun. Contre le Cameroun, on a vu un Maroc envahissant, prêt au combat, dans les duels, très important. Et aussi, il y a eu le même match le match similaire contre l'équipe du Nigeria. Vous voyez, donc, le moteur est monté en puissance, l'équipe s'est bonifiée techniquement et a apporté le combat, l'impact, et techniquement a su jouer sur ses forces. Avec un côté préférentiel à droite, Hakimi, Brahim Diaz, ça a été décisif et important. Et une défense où Naïf Aguer, le joueur de Marseille, a été très très bon. Donc je dirais qu'une première partie du Maroc poussive, mais montant en puissance à partir des matchs à élimination directe pour aboutir à cela. Le bilan est reluisant, mais tout n'a pas été aussi parfait qu'on le pense. Coach Gianni Tarek, avec des profils de jeu similaires, qu'est-ce qui pourrait faire la différence dans cette finale à venir? Bon, moi, je parle de contexte. D'abord, après, je parle tactiquement. Pour le Maroc, c'est vrai qu'il part favori majeur favori logique de la finale. Le contexte, j'ai parlé de jouer sur le stade Moulay Abdallah à Rabat devant 60 000 spectateurs. Le roi, peut-être, il va être présent. Le prince Hassan, il sera présent. C'est un avantage psychologique et logistique pour le Maroc d'abord. C'est vrai qu'il est favori, mais devant un Sénégal qui est très pragmatique, qui gagne cliniquement, même parfois il gagne 1-0, mais avec la manière. C'est un Sénégal très solide. Quand on voit 4 clean sheets pour le Sénégal et 5 clean sheets pour le Maroc, les deux équipes sont solides défensivement. Le Maroc, quasiment, n'a pas encaissé des buts. C'est un but sur pénalty contre le Mali, c'est tout. Le Sénégal a encaissé 2 buts. Donc, ça sera un match très, très fermé, surtout. Le Maroc, on connaît bien que le Maroc il joue un pressing haut, très intense. Il oblige les adversaires à jouer sur le côté. Ils font la zone presse pour jouer vite vers l'avant. Le Maroc a des sources de danger multiples. Il y a Brahim Diaz, il y a Zelzouli, il y a Saïs qui peut marquer un défenseur sur des balles arrêtées, il y a Hakimi. Le Sénégal, encore, ils ont les doyens, malgré l'absence de Habib Diallo et Kalidou Koulibaly. C'est 2 joueurs très importants. Mais le jeune joueur qui a remplacé Kalidou, il s'appelle Mamadou Sarr. C'est un très bon joueur, surtout sur les sorties de balles. Donc ça sera une finale serrée. C'est vrai que le Sénégal, c'est un outsider, mais il possède une expérience des finales. C'est la 3e finale dans les 4 dernières éditions. Allez, avec Valère, les duels entre, bien sûr, 2 gardiens. On a Yacine Bounou et Edouard Mendy, également 2 stars, Hakimi, et bien sûr son ami, on va dire ainsi, Sadio Mané. Seront-ils déterminants? Oui, ça sera déterminant. Quand un match est serré, très souvent, ce sont les individualités qui font la différence. Et ces 2 équipes possèdent des individualités du haut niveau. Un garçon comme Sadio Mané, dont on a parlé au début, sera le X-factor de cette équipe. Hakimi, pareil pour le Maroc. Bounou et Mendy, ces deux grands gardiens de but. Ces 2 grands gardiens de but ont dans leur palmarès la Coupe d'Europe. Mendy avec Chelsea qui a gagné la Champions League. Bounou avec Séville, je crois. Séville qui a gagné aussi la Ligue Europa avec Unai Emery. Donc, les individualités vont exister. Comme je l'ai dit, ce match sera très serré. Et après, les individualités doivent faire la différence. Je pense que Sadio Mané est un peu
est un peu ce que je veux appeler le pot de chance de cette équipe du Sénégal. Parce que toutefois qu'il a marqué, le Sénégal n'a jamais perdu. Ça fait 16 matchs en Coupe d'Afrique, avec 11 victoires et 5 nuls. Le dernier match perdu par le Sénégal, c'était contre les éléphants ici en penalty. Ce qui n'arrange pas trop les Sénégalais, c'est qu'ils ont toujours perdu contre le pays hôte. Et c'est un avantage sérieux, un avantage psychologique, je veux dire, pour l'équipe marocaine. Alors, ce match sera très serré. C'est vrai que le Maroc part un peu avec les faveurs, parce qu'on a vu cette équipe du Maroc, comme Dakouri l'a dit tout à l'heure, qui est montée en puissance. Le match de poule, c'était un peu difficile, mais quand on est rentré dans la deuxième partie du match contre le Cameroun, c'était vraiment du top niveau. Et je pense que cette équipe du Maroc a un certain avantage sur l'équipe du Sénégal, mais le Sénégal a joué 3 finales dans ces 4 dernières années. Allez, voyons à présent le bilan des confrontations directes entre le Maroc et le Sénégal. Bien sûr, CAN 2025, confrontation entre Marocains et Sénégalais. 32 matchs au total. Et puis, vous avez 18 victoires pour le Maroc, 6 victoires pour le Sénégal, 7 matchs nuls. Eh bien, c'est la première confrontation en phase finale de cette CAN entre les deux pays. Peut-on parler d'un avantage psychologique en faveur des Lions de l'Atlas, coach Diani Tarek? Oui, pour moi, les avantages, les historiques, c'est vrai, c'est un avantage psychologique, mais chaque match a sa réalité. Et quand l'arbitre siffle, tout change. Les joueurs ne regardent plus l'historique. C'est celui qui mérite de gagner, il va gagner. Comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc, c'est un favori logique, mais on doit faire attention parce que le Sénégal, c'est une équipe très, très costaud. Allez, avantage psychologique pour les Lions de l'Atlas? Oui, avantage psychologique pour eux. Ils sont à domicile, ils ont la pression. Et c'est pour ça qu'ils sont rentrés difficilement dans leur compétition, parce qu'ils avaient la pression. Mais au fur et à mesure que l'événement devenait plus important, ils ont retrouvé leur manière de jouer. Parce qu'ils sont arrivés dans cette CAN en étant demi-finalistes de Coupe du Monde. C'est chez eux, il y a la pression. Mais là, en ce moment, je peux dire qu'ils ont un avantage psychologique parce que tout va pour eux dans cette compétition. Ils sont le pays hôte. Or, les 7 dernières confrontations, le pays hôte a gagné 6 fois. Donc, c'est un avantage psychologique. C'est vrai, comme Tarek l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on va siffler le coup de sifflet dans ce match, ça va disparaître. Mais c'est des choses qui jouent dans la psychologie d'un joueur. Si, par exemple, le Maroc marque le premier but, ça serait un peu difficile pour nos amis sénégalais. Allez, je vous invite à présent à regarder avec moi, bien sûr, l'historique des performances du Sénégal face aux pays organisateurs. Eh bien, on va commencer avec cette CAN en 1965. Et bien sûr, en poule, bien sûr, Sénégal-Tunisie 0-0. CAN 1986, en poule, Sénégal a battu l'Égypte 1-0. CAN 1990, demi-finale, Algérie-Sénégal, victoire de l'Algérie 2-1. CAN 2000, quart de finale, Nigeria-Sénégal, victoire du Nigeria 2-1. CAN 2004, quart de finale également, Tunisie a battu le Sénégal 1-0. CAN 2006, demi-finale, Égypte 2, Sénégal 1. CAN 2012, en poule, la Guinée équatoriale avait battu le Sénégal 2-1. CAN 2023, huitième de finale, Côte d'Ivoire, Sénégal, et bien, tir au but, les Ivoiriens l'ont remporté avec 5 tirs à 4. Bilan à présent, 8 matchs, 1 victoire, 2 nuls, 5 défaites pour le Sénégal, 6 buts marqués, 10 buts encaissés, 2 clean sheets. Comment expliquez-vous les difficultés récurrentes des Lions de la Teranga face aux pays organisateurs, Koudounia Adelaïde? Je pense que tout le monde l'a dit tout à l'heure, quand tu es en face d'un pays organisateur, il y a le climat qui joue, il y a le public et il y a aussi la pression qu'on se met parce qu'on est en face d'un pays hôte. Les erreurs des arbitres, tout ça, cela nous amène à quelquefois passer à côté de notre match parce qu'on vient avec une autre attitude, une autre manière de jouer. C'est-à-dire, je ne dois pas perdre, donc je deviens agressif et il y a les cartons rouges qui font qu'on peut sortir des joueurs clés. Et tout cela sont réunis pour que le Sénégal, qui aujourd'hui va encore rencontrer un pays hôte, puisse prendre beaucoup de précautions pendant cette compétition parce qu'il faut dire que ce match-là, il aura le roi sur le terrain. En plus du roi, il y a le public.
on a vu que difficilement ils ont entamé leur compétition, mais plus on avance, plus le Maroc a pris du volume dans son jeu. Et donc, aux Sénégalais de faire attention parce qu'on voit les statistiques qui disent qu'ils n'ont souvent pas réussi pendant la dernière phase contre les pays hôtes. Donc, à eux de prendre beaucoup de précautions. À présent, l'historique des performances des pays organisateurs, bien sûr, en finale de Cannes. Cannes 1962, Éthiopie contre l'Égypte. Victoire de l'Éthiopie 4-2 après séance des tirs au but. Cannes 1963, le Ghana bat le Soudan 3-0. Cannes 1970, victoire du Soudan contre le Ghana 1-0. Cannes 1978, Ghana 2, Ouganda 0. Cannes 1980, Nigeria contre Algérie, victoire du Nigeria 3-0. La CAN 1982, le Ghana bat bien sûr la Libye 7-6 au tir au but. CAN 1986, victoire de l'Égypte au tir au but 5-4 face au Cameroun. CAN 1990, victoire de l'Algérie contre le Nigeria 1-0. CAN 1996, l'Afrique du Sud bat la Tunisie 2-0. CAN 2000, victoire du Cameroun bien sûr contre le Nigeria après la séance des tirs au but 4-3. CAN 2004, victoire de la Tunisie 2-1 face au Maroc. CAN 2006, Égypte, Côte d'Ivoire, victoire de l'Égypte 4-2 au tir au but. CAN 2023, Côte d'Ivoire, Nigeria 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, en 13 finales, le pays organisateur ne s'est incliné que 2 fois. C'était en 1982 et en 2000 à la CAN. Pourquoi est-ce si difficile de battre le pays organisateur en finale? Serge Dakouri. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que en Afrique, ça n'a rien à voir un peu avec les compétitions internationales. Généralement, quand le pays hôte organise, on a une tendance, honnêtement, fâcheuse, à toujours vouloir encourager le pays hôte à gagner la compétition. Okay. L'environnement est plus ou moins biaisé. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, nous sommes devant les Ivoiriens. Généralement, quand le pays hôte organise, j'ai comme l'impression que les instances se sentent obligées par rapport à l'effort mis. Cela n'enlève en rien le mérite, parce que nous avons gagné le Nigeria ici, pas avec l'arbitrage. Il faut le noter. 2023, on a battu avec des buts clairs, caissiers et à l'heure. Mais souvent, la tendance est à aider à mettre ce petit coup de pouce pour aider les pays hôtes dans la compétition. Mais je veux dire que tout ce qu'on appelle comme historique sont faits pour être battus. Parce que là, on a le malheur de signifier que le Sénégal a souvent perdu, mais eh bien, ces jours sans peuvent devenir des jours de bonheur. Parce qu'un homme comme Sadio Mané, c'est un homme de charité. Je veux lui dire, tout son village Bambali a prié ce matin par rapport à ce qu'il a fait. Son village s'appelle Bambali, il a tout construit. Il a tout construit à Bambali, des maternités, des écoles, des mosquées, des hôpitaux et tout. C'est un enfant extrêmement généreux. Et je vous jure que toute la population, certains même les plus pauvres, sont payés par lui, par mois. Et donc, un homme de cette charité, eh bien, on prie depuis tout le Sénégal pour que celui-ci amène le 2e trophée. Mais je veux dire que c'est vrai qu'il y a un avantage psychologique pour le Maroc, étant donné qu'ils évoluent à domicile. Mais la vérité du terrain peut être tout autre. Ça peut être un jour noir. Des pays l'ont connu, en organisant une compétition à la maison. Donc je veux dire que quand on regarde le parcours, c'est similaire. Les chances sont égales. La seule avantage du Maroc, c'est de jouer à la maison. Sinon, quand on voit les deux forces en présence, toutes les deux équipes ont franchement des avantages. Le seul avantage, c'est que la finale se déroule sur le territoire marocain. Allez, au terme de nos échanges, bien sûr, pronostic Maroc-Sénégal. On va aller au tir au but. Tir au but. Pour moi, la finale ne va pas finir au bout de 90 minutes. On peut aller en prolongation et même au tir au but. Le suspense sera entier pendant pratiquement 120 minutes. 120 minutes. Coach Gianni, pronostic? Les finales se gagnent et ne se jouent pas. Donc, même si le Maroc ne va pas faire un grand match, mais elle va gagner 1-0. Valère? Ouais, difficile pour moi. Je pense qu'ils vont aller au tir au but et le Maroc va gagner parce que depuis que Regragui a pris cette équipe, ils sont allés, bien avant son arrivée en équipe nationale, le Maroc perdait tous les tirs au but. Depuis qu'il est arrivé en équipe nationale, le Maroc gagne. Donc, et ça sera la 3e. S'ils vont en pénalty, comme je dis, le Maroc va gagner parce que je dis très souvent, il n'y a jamais 302 ou 203.
Coach? Je pense que ça sera un match qui va arriver jusqu'au tir au but parce que quand nous voyons les statistiques qu'on vient de voir tout de suite, qu'on vient de présenter, ça sera un match fermé, vraiment fermé. Ah oui. Et je pense qu'on aura une belle finale, mais avec une victoire peut-être du Maroc, mais au tir au but. Allez, c'est bien. Je pense que nos amis parieuses, pour l'instant, ont des éléments de repos. On espère avoir un bon arbitre. On espère avoir un super arbitrage. Également, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après, on ouvre le téléphone. Allez, on poursuit, on ouvre le téléphone, bien sûr. La question LGT de ce soir, série Jean-Michel, Zaha, Wilfried, bien sûr, Franck, Yannick et Seko Fofana. Les anciens sont-ils encore utiles pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Allez, c'est parti. Suite à l'élimination des éléphants en quart de finale de la CAN 2025, de nombreux observateurs s'interrogent sur l'apport des plus anciens. Ceux-ci sont-ils encore utiles à la sélection nationale? On ouvre le débat juste après ce sujet. La défaite face à l'Égypte en quart de finale de la CAN 2025 a fait naître une polémique sur les anciens de la sélection ivoirienne. Bien des observateurs estimant leurs prestations en deçà du niveau requis pour les grandes compétitions internationales appellent à les sortir du groupe au profit de jeunes loups. Et la perspective de la Coupe du Monde 2026 semble le carburant de ce débat. Pour la CAN 2025, le sélectionneur Emers Faé a fait appel à 8 joueurs qu'on peut ranger dans le lot des anciens. Il s'agit du capitaine Franck Kessié, Jean-Michel Seri, Wilfried Zaha, Jean-Philippe Bamin, Ghislain Conan, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Willy Boli. Leurs détracteurs les tiennent presque pour responsables de l'élimination et les accusent d'être à des postes que des plus jeunes mériteraient d'occuper. Ces anciens ont pour dénominateur commun d'avoir débuté en équipe nationale avant 2020 et d'avoir disputé pour la plupart au moins 3 phases finales de la CAN. Dans cette génération des plus anciens peuvent s'ajouter d'autres joueurs encore en activité. Il s'agit de Serge Aurier, Eric Bailly, Nicolas Pépé, Jérémy Boga, Maxwell Cornet et Sébastien Haller. Hormis Serge Aurier, aucun d'entre eux n'a connu le parfum de la Coupe du Monde FIFA. Devrait-on leur refuser le droit d'entretenir ce rêve pour couronner leur carrière internationale? D'autre part, certains parmi eux demeurent des piliers de l'équipe mise en place par Emers Faé. Les mettre à l'écart en bloc entraînerait certes un renouvellement générationnel, mais surtout une remise en cause totale des fondements de l'équipe mise en place depuis 2 ans. En plus, quand on sait que les éléphants affronteront l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao dans le groupe E du Mondial 2026, leur expérience pourrait s'avérer nécessaire. Au regard de tous ces aspects, la question se pose. Éléphants, les anciens sont-ils encore utiles? Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Je vous donne la question LGT de ce soir, bien sûr. Éléphant, Seri, Zaha, Kessié, Seko, les anciens, sont-ils encore utiles? Et puis, avant d'entamer notre discussion ici en plateau, je vous propose de voir la liste des internationaux ivoiriens les plus anciens encore en activité dans l'ordre du début de sélection. Serge Aurier, 33 ans, 91 sélections. Franck Kessié, 29 ans, 101 sélections. Seri Jean-Michel, 34 ans, 64 sélections. Eric Bailly, 31 ans, 50 sélections. Wilfried Zaha, 33 ans, 36 sélections. Nicolas Pépé, 30 ans, 52 sélections. Jean-Philippe Bamin, 30 ans, 23 sélections. Maxwell Cornet, 29 ans, 31 sélections. Jérémy Boga, 29 ans, 24 sélections. Ghislain Conan, 30 ans, 51 sélections. Seko Fofana, 30 ans, 30 sélections. Ibrahim Sangaré, 28 ans, 56 sélections. 22 sélections pour Willy Boli, 34 ans. Sébastien Haller, 35 sélections, 31 ans. Messieurs, éléphants, les anciens sont-ils encore utiles? On va commencer bien sûr avec coach Koudouillon Adélaïde. Oui, aujourd'hui, quand on voit tous ceux qui étaient à la compétition, moi je pense qu'il y a certains qui sont encore utiles, c'est-à-dire ceux qui sont en compétition, ceux qui peuvent apporter encore, comme Kessié, qui est un leader, qui peut apporter dans le coaching, c'est-à-dire en même temps qu'il est sur le terrain, il peut aider les jeunes à s'améliorer, à venir aider au niveau de la sélection. Par contre, il y a certains joueurs d'entre eux qui n'ont pas de compétition du tout,
qui viennent des blessures, pour ceux-là, ils peuvent se reposer. Pour moi, pour commencer à se préparer et quand ils seront en forme, c'est-à-dire quand ils seront en compétition, qu'on aura eu les résultats et les statistiques de leur temps de jeu, on pourra les intégrer au fur et à mesure. Valère Sinclair, bien sûr. La question LGT aussi pour vous, hein, et Éléphant, bien sûr. Les anciens sont-ils encore utiles? Oui, les anciens sont encore utiles. Hein. Au football, on ne peut pas construire une équipe juste avec des jeunes joueurs. Ce que je veux dire qu'on appelle un ancien par ses performances. Voilà. S'il donne un club, s'il joue, s'il est régulier, on l'appelle. Quand on cite par exemple des joueurs, je vais citer des noms. Si je suis coach, si je suis coach, si j'ai le diplôme, comme Fayem bien le dit, si j'ai le diplôme, je n'appelle plus Seri Michael. Parce que pour moi, il n'est pas performant en club. Il ne joue pas tout le temps. Donc, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de Willy Boli, parce qu'il ne joue pas. Voilà. Sinon, ce n'est pas à cause de son âge. J'aurais besoin peut-être d'un caissier pour son leadership, parce qu'il a été là, parce qu'il est important dans un vestiaire pour encadrer les jeunes. Mais je n'aurais pas besoin, par exemple, de ceux que j'ai cités. Donc, pour moi, les anciens sont utiles dans le football parce qu'ils ont besoin d'accompagner les plus jeunes. Parce qu'il y a des matchs. Ce n'est plus la jeunesse. Il y a des matchs parce que ce match-là doit se jouer par le vécu du joueur. Ce match, il y a des matchs à pression. Donc, il faut appeler des gens qui viennent en équipe nationale, qui ont les performances, qui jouent en club et qui sont bien. Parce que je ne vais pas laisser un jeune, parce qu'il est jeune, et appeler un ancien pour par exemple, lui dire que ouais, parce que tu as remporté la Coupe d'Afrique en 2023, je vais t'appeler pour te faire un cadeau. Non, quand on vient en équipe nationale, ce n'est pas pour faire un cadeau. Quand on vient en équipe nationale, on vient avec ses qualités, on vient parce qu'on est le meilleur. Parce que quand on prend 22 joueurs dans un pays, ça veut dire que dans tout le pays, ce sont les 22 là qui sont les meilleurs de votre pays. Donc la sélection ne se fait pas par âge, la sélection se fait d'abord par performance, et puis il faut ajouter des gens qui sont un peu plus âgés pour apporter l'expérience. Allez, on va prendre la direction de Logoualé, retrouver M. Fofana. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, coach Ablaï. Bonsoir. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui. Bonsoir, monsieur du plateau. Bonsoir. Voilà. Moi, je pense qu'à plusieurs reprises, il a été prouvé que la jeunesse prime aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, là. Alors, il faut vraiment... Je vais rappeler un peu la finale de la Coupe du Monde en 2022 entre la France et l'Argentine. Vous avez vu qu'à un moment donné, les Giroud étaient fatigués. Et la France était menée à 2-0. Et il a fallu qu'on fasse rentrer les jeunes, les Fofana, les Isaki et autres, vraiment pour remonter la pente. Et tout dernièrement, on a vu, bon, je ne veux pas jeter le propre sur quelqu'un, mais le premier but de l'Égypte est parti d'une erreur de caissier. Et c'est parti comme ça. Et quand vous prenez un but devant l'Égypte, vraiment, c'est... Donc aujourd'hui, Monsieur Fofana, les gens que vous citez là, oui. Est-ce qu'on a encore besoin de Franck Kessié chez les éléphants de Côte d'Ivoire? Non, franchement, c'est un garçon que j'aime beaucoup, mais on n'a plus besoin de lui. On n'a plus besoin de lui. Aujourd'hui, on a les Yann Domandé, on a les jeunes qui sont là, qui en veulent. Vraiment, on n'a plus besoin de lui. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Fofana, qui nous appelait de Logoualé. Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 43 99. La question LGT de ce soir, madame, messieurs, Seri, Zak, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Appelez-nous. On va prendre l'avis de coach Gianni Tariq. C'est un défi majeur pour Emers Faye, Okay. parce qu'il doit trancher entre la vieille garde, qui fait la stabilité dans le groupe et qui ont l'expérience, et contre la jeunesse qui peut fournir beaucoup d'efforts, surtout la fraîcheur physique, dans une compétition estivale au nord d'Amérique. Donc pour bâtir une équipe, il faut de l'expérience, il faut de la jeunesse. Pour moi, Franck Kessié, il reste toujours indispensable. Il n'a que 30 ans. Même chose pour Seko Fofana, même si sa gestion de carrière est parfois irrégulière, et il s'est absenté pas mal de fois dans les rassemblements, dans les rassemblements ou les stages de l'équipe nationale. Pour Seri, c'est vrai, c'est un métronome, mais il faut laisser la place aux jeunes
Il y a des joueurs qui peuvent encadrer comme Sangaré, il y a Kessié, il y a Seko Fofana. Mais pour Seri Jean-Michel, surtout sur le rythme des matchs et tout, ça sera difficile pour lui. Pour moi, il ne faut pas d'abord oublier que Franck Kessié il a marqué à la dernière finale. Donc, il a un rôle très important dans le vestiaire. Pour moi, ils doivent garder Franck Kessié et Seko Fofana, surtout. Allez, on va prendre la direction de Sipilou, retrouver M. Diomandé Mamadou, qui n'est plus à Mans ces temps-ci. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Angeles. Bon, je suis là, Super. Allez, on vous écoute. La question LGT, bien sûr, de ce soir, éléphant, Seri, Zak, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles? Bon, oui. Moi, je ne vais pas me placer là-bas, je la part en deux. J'ai vraiment rappelé une équipe bâtie sans la sagesse, mais pas une équipe bien beaucoup. Donc, moi, je ne peux pas bâtir une équipe sans anciens. Mais, il y a un série de Gaël, oui, là, maintenant, il faire le cas de voir, le cas de voir. Mais pourtant, c'est pour Franck Kessié. C'est des gens qui ont l'emblème du drapeau ou un plan belle. C'est des gens qui peuvent porter tout ça aux enfants. Même si je crois, mais ça va sur le banc, ils peuvent porter pratiquement l'expérience aux enfants. Moi, les deux là, on peut les maîtriser. Mais vous plus là, moi je m'ai dit, c'est un gars des réseaux sociaux. Nous, on peut laisser avec les gars qui sont fatigués. Bon, bonne place, bonne question. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Sacré M. Diomandé. Sajda Kouri, allez, on vient à vous. Seri, Wilfried Zaha, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles? Eh bien, les vieux chevaux sont quand même utiles, ça dépend. Quel est leur état de forme? C'est-à-dire que quand vous prenez un homme comme Seri Jean-Michel, vous pouvez compter, on parle de 82 minutes de match joué. Ouais, je pense qu'il a fait 4 matchs avant d'aller à la CAN. 82 minutes sur une année civile, sur combien de débuts? Il joue en Norvège. Essayez de voir quelle est la qualité du championnat dans lequel cet ancien joue et quel est le temps de jeu qu'il a. Si d'aventure on a ces statistiques, on sait qu'il est en manque de temps de jeu, on ne l'appelle pas. Ce n'est pas parce qu'il est ancien qu'il a l'expérience. C'est aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas appelé pour l'expérience aussi? Mais écoutez, vous avez vu son temps de jeu pendant la CAN? Mais c'est un série diminué. Quand vous parlez de Seko Fofana, il faut voir en club qu'est-ce qu'il fait. Il était en conflit avec Habib Beye. Oui, effectivement. Habib Beye l'a mis sur le banc. Il ne joue pas à Rennes. Il faut dire aux Ivoiriens, Seko, son temps de jeu est réduit à Rennes. Ce n'est pas parce qu'il est Seko Fofana, non. À Rennes, il n'est pas titulaire. Ils l'ont fait venir d'Arabie Saoudite, mais il n'est pas titulaire. Donc, en matière de temps de jeu, Seko n'est pas compétitif. Donc, de facto, ce n'est pas parce qu'il est ancien qu'on doit l'appeler. Moi, je dirais qu'un homme comme Zaha, qui joue à Charlotte aux États-Unis dans un championnat quand même un peu difficile, aujourd'hui, on peut s'en passer parce qu'on a des pièces de rechange de Zaha plus jeunes avec Ibrahim avec Diomandé et avec Amad Diallo. Il a 33 ans, les jeunes sont plus performants. Un est dans la Bundesliga, l'autre est dans la Première Ligue. Il n'y a pas photo entre les championnats. Donc quelqu'un qui est aux États-Unis, même si ça s'appelle Wilfried Zaha, et qui défère la chronique dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas les réseaux sociaux la compétence ni la performance. Donc je préfère me passer de Wilfried Zaha, de Seri Jean-Michel, de Seko Fofana. Pour moi, Franck Kessié, de facto, avec son âge, ne doit plus être forcément titulaire. Okay. Quand vous jouez à Al Nasser et vous jouez en Arabie Saoudite, à Al Ahly, qui est un championnat qui n'est pas forcément de très haut niveau. Parce que si vous êtes fort, vous restez à Barcelone ou au Milan, ce sont des championnats, oui. Mais quand vous partez dans un championnat exotique pour gagner de l'argent, ce n'est pas forcément parce que vous gagnez de l'argent que vous êtes compétitif sur le terrain. Quel est le niveau du championnat? À partir de ça, on se pose les questions. Il n'est pas UPR dans le groupe, mais pas de facto titulaire. Parce qu'on a des pièces de rechange plus jeunes. Voilà le problème. Franck Kessié, aujourd'hui, il est à 29 ans. On connaît tous nos joueurs africains. Que ce soit les Ghanéens, les Nigérians, personne ne joue à son vrai âge. Ce que vous dites là, c'est ce qui est écrit sur le papier. Les Nigérians l'ont fait, les Ghanéens l'ont fait. On ne joue jamais en Afrique avec le vrai âge. Et même en Europe. Donc à partir de ce moment, il y a certains qui sont au bout du rouleau. Les Ivoiriens sont nombreux, donc il faut passer le relais aux jeunes. Il faut une cure de jouvence. On va aller. Ils sont nombreux qui ne jouent pas avec leur âge. On revient juste après pour... Ils ne jouent pas avec leur âge. Allez, Koné Mamadou, bonsoir monsieur Koné Mamadou. Bonsoir monsieur. Vous allez bien?
Oui, grâce à Dieu. Super, nous aussi, tout le monde se porte bien sur ce plateau. La question LGT de ce soir, bien sûr, éléphant en série, Zach, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles? Bien, merci à la grande team. Vraiment, je suis heureux de vous avoir. Donc, concernant la question du poids, moi, je pense que c'est le coach Payet qui doit faire en sorte que ces joueurs-là ne soient pas livrés à la vindicte populaire. Parce que, arrivé un moment, comme on l'a bien dit, Thierry Jean-Michel, même le citoyen lambda savait que Thierry Jean-Michel n'avait pas le niveau pour aller à la CAN. Plus tard, on lui a donné ses 25 ans, c'était pas mauvais. Mais on a vu ses limites. Que ce soit Seko, que ce soit Kessié, aujourd'hui, ce n'est pas des titulaires en puissance. Il faut avoir le courage de nous ramener la jeunesse. C'est vrai qu'on dit la jeunesse là. Regardez Inao, tout de suite à ce qu'on dit de tout le monde Inao pour être dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Et il a fait. Ayons confiance et puis encadrons-les. Voilà. Oh, merci beaucoup, M. Kodé Mamadou. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais il a là l'essentiel. Il a raison. Ce que je voudrais dire, quand vous voyez ces joueurs, Série Jean-Michel, Ouzard, on n'en a plus besoin. Franck Kessié, c'est limite. Il est leader, mais il n'est pas automatiquement titulaire de facto. Ce n'est pas parce que vous êtes capitaine, que vous n'êtes plus dans le rythme, vous êtes dans un championnat exotique qui vous donne de l'argent, que d'office vous êtes titulaire. Inao s'est imposé dans la CAN par son talent. Au départ, on voulait mettre les trois profils similaires qui n'ont plus de créativité, que ce soit Kessié, Sangaré et puis Seko Fofana. Ça, c'est l'équipe de Fayet, mais aujourd'hui, ils sont en train d'être en décadence. À partir de ce moment, malgré les services rendus, donner la chance au Inao, au Baba Diomandé, au Mao d'Orgeles, à même des milieux de terrain qui évoluent dans le championnat ivoirien ou sur le continent. Pourquoi de facto prendre ceux qui sont en Europe, même s'ils sont vieillissants? Il y a des gens qui sont allés à la CAN comme animateurs de vestiaire, comme Willy Boli. À Nottingham, il ne joue pas. Après, on a vu sur les réseaux que c'était pour l'expérience. Mais l'expérience, mais qu'est-ce qu'il apporte véritablement? Il apporte quoi? Dans son club encore. Il est précieux pour le vestiaire ivoirien. Oui, mais dans son club même est-il compétitif? Il ne joue pas beaucoup à Nottingham Forest. On ne prend pas quelqu'un parce qu'il est en Première Ligue. Quel est son temps de jeu à Nottingham? Combien de matchs a-t-il joué avant de venir à la CAN? C'est l'indice de performance, comme l'a dit Valère. Voilà un entraîneur. On prend des joueurs qui sont dans la forme du moment, pas des anciens parce qu'ils ont milité. Ce n'est pas dans un parti politique que nous sommes. Nous sommes dans un domaine de compétences et de performance. C'est le sport. Combien de temps de jeu vous avez en club? Vous êtes vieux, oui, mais combien de temps de jeu vous avez en club? C'est cela. Comment pouvez-vous avoir des joueurs comme un jeune, comme Touré Basmana, qui joue à Offenheim, dans la Bundesliga où il n'y a pas de cadeau, et vous le mettez sur le banc et vous mettez des anciens? Pourquoi vous mettez Yann Diomandé? Il joue à Leipzig, c'est en Allemagne. Ce sont des championnats sérieux. Vous prenez un championnat comme l'Allemagne et celui d'Arabie Saoudite, il n'y a pas photo. Vous prenez un championnat comme l'Allemagne par rapport aux États-Unis, il n'y a pas photo. Donc ceux qui n'ont pas de temps de jeu, même s'ils sont vieux, ne sont pas de facto obligés d'appeler en sélection. On appelle une sélection un savant dosage d'anciens et de jeunes. Mais si on sent que nos vieux sont complètement au bord du rouleau, ayons l'honnêteté de passer le relais. Max Gradel l'a fait, Serge Aurier l'a fait, d'autres doivent demander à partir. On peut les accompagner. Serge Aurier, est-ce que Serge Aurier a renoncé à l'équipe nationale? Oui. Allez, on prend la direction d'Abobo, retrouver M. Dosso. Bonsoir, M. Dosso. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. Abobo, quel côté? À Boboté. Super. Allez, la question LGT de ce soir, bien sûr, Seriza, Kessié, Seko. Les anciens sont-ils encore utiles? Pour moi, c'est non. OK. Voilà, c'est un non, un grand non. Voilà, parce que les anciens ont prouvé leurs limites. Voilà, ils ne doivent plus être appelés. Voilà, il y a la jeunesse qui est en train d'être venue. Okay. Nous avons assez de jeunesse. Voilà, je pense qu'il faut faire appel à ces jeunes-là qui vont redynamiser notre milieu de terrain. Voilà, tous les joueurs qui sont là, ils ont prouvé leurs limites au cours de cette CAN-là. On appelle un ancien, lorsque l'ancien lui-même, il est un exemple pour les nouveaux. Mais ces anciens que nous avons là ne sont pas des exemples. Si nous avons besoin des gens qui vont venir leur remonter le moral, qui vont leur donner des conseils, je pense qu'il y a des spécialistes de métiers qui sont là. Il faut engager ces personnes-là qui vont travailler avec le staff technique
pour remonter le moral, encourager les jeunes joueurs et vraiment dynamiser notre équipe pour qu'on puisse remporter assez de trophées. Merci beaucoup, Monsieur Dosso. Et on poursuit. Êtes-vous d'accord avec ceux qui accusent ces non-cités d'être les responsables de notre élimination? Kodjani. Pour moi, sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas fait de cadeau à Kessie. Je suis un entraîneur, moi, parce qu'il y a des réalités sur le terrain. Il ne faut pas trop écouter les réseaux sociaux ou bien voir les avis, parce que chacun peut dire ce qu'il veut. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire doit franchir un cap à cette Coupe du Monde. Au moins, pour la première fois, ils doivent dépasser la phase des poules. Donc, on ne peut pas virer tous les anciens pour venir jouer avec les jeunes qui n'ont pas l'expérience. Parce que ça, c'est la compétition majeure de football mondial. C'est-à-dire que ce n'est pas facile. Un match 90 minutes à la Coupe du Monde, ce n'est pas un match à la CAN, ce n'est pas un match à l'Euro, c'est un match très différent. Donc, contre des adversaires comme l'Allemagne et comme l'Équateur, la Côte d'Ivoire a besoin quelque part de l'expérience. Parce qu'à un certain moment, ils doivent garder la balle à la fin du match, ou bien tu dois avoir des joueurs d'expérience. Donc, pour moi, virer tous les anciens, ce n'est pas une bonne idée parce que Emerse Faé a besoin quand même de la stabilité et de la cohésion de groupe. Et l'équipe nationale, on connaît toutes les équipes nationales, ils se réunissent 5-6 fois maximum par an. Donc, il n'a pas le temps pour arriver à la cohésion et surtout la stabilité. L'équipe doit être stable. Je ne dis pas avec les mêmes noms, les mêmes figures, mais au moins avec l'ossature de l'équipe nationale, elle doit être toujours présente, sans citer les noms, bien sûr, mais participer à la Coupe du Monde, il faut de l'expérience. Effectivement. Le capitaine Franck Yannick Kessié s'est exprimé au micro de nos envoyés spéciaux juste après la défaite contre l'Égypte. On l'écoute. Allez, on va rester toujours... trouver les mots, mais bon, ça reste le foot. Aussi, quand tu gagnes, t'es très heureux. Quand tu perds aussi, c'est douloureux. Mais bon, c'est le football et on reste quand même des compétiteurs de haut niveau. Ça fait mal. Après, sorti contre l'Égypte encore, bon, c'est arrivé, c'est clair. On avait quand même un peu de place. Donc, t'as tellement de frustration parce que c'était possible. Mais bon, ils ont été tueurs, ils ont concrétisé toutes les occasions qu'ils ont eues. Ça leur a permis de prendre l'avantage, comme on l'a fait le match précédent. Et félicitations à eux, tout simplement. Félicitations. À l'instant, le capitaine Franck Yannick Kessié. Ouais, quand vous écoutez Kessié, il dit l'Égypte a été tueur, ils ont été plus efficaces. Mais vous jouez contre une équipe qui a une culture club. Est-ce que Faye savait que l'équipe d'Égypte est une constellée de joueurs à la liste Zamalek qui ont dominé? Bon, vous avez fait des vidéonnaires, vous avez espionné. Mais ils sont terriblement réalistes au niveau stratégique. 3 sur 3 buts. Et vous avez 70% de possession. L'Égypte en a 30. Mais pourquoi avec 70, quand vous avez le ballon, normalement vous êtes maître du jeu. Comment se fait-il que vous avez 70% de possession et vous n'arrivez pas à marquer? Allez. Vous êtes en face d'une équipe qui n'a pas besoin d'avoir des joueurs Al Nasser, à Bundesliga et tout. Mais les Rabia, les Atia, les Adani, ils connaissent tous les terrains africains. Et la différence s'est faite comme ça. Parce qu'il y a une homogénéité avec le club. Vous gardez, voilà. Pour la suite. Vous gardez pour la suite. On part à Bondoukou retrouver M. Ouattara. Bonsoir, M. Ouattara. C'est un club qui nous a... Bonsoir, vous allez bien? Je salue le plateau. Merci. Bonsoir. La question LGT de ce soir, bien sûr, éléphant, série, Zach, Kessié, Seko, les anciens sont-ils encore utiles? J'ai dit oui, ils sont utiles. Ils sont utiles. En football, il n'y a pas d'anciens. Ils sont utiles. Parce que, bon, cette sélection, quand on a fait la sélection pour aller à la CAN, personne n'a levé le petit doigt pour dire celui-là n'est pas bon, celui-là est vieux, celui-là est jeune. Oui. Tout le monde a fait le groupe. Les jeunes qui sont dans l'équipe, tout le monde a joué le match contre l'Égypte. Ceux qu'on appelle les jeunes là, ils étaient là quand on a perdu le match. Ils ont prouvé quoi? Ils ont joué le match. Il est jeune, Yann a joué, il est jeune, Diallo a joué, il est jeune. Si les anciens sont de mal jouer, les jeunes, ils ont fait quoi pour nous qualifier? Donc il n'y a pas peu de jeunes. Ceux qui crient aujourd'hui pour dire que bon, les anciens. On a eu comme on appelle, même l'équipe de France qui a pris la Coupe du Monde en 98.
peut-être des trentenaires. Peut-être des trentenaires. Donc le football, c'est pas pour les enfants. On peut juguler ça. Les jeunes, les vieux, on met ensemble, ça peut aller. Mais quand on accuse les vieux, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ok, ça les c'est... jeunes ont joué, puis on a perdu. Effectivement. Les jeunes ont joué, puis on a perdu. Il n'a pas joué le match. Le gardien, c'est un jeune, c'est son but à garder là. Vous croyez que c'est un ancien qu'on doit mener il va prendre ces buts-là. Donc on arrête d'accuser les gens de vieux. C'est le sélectionneur qui, avec ses joueurs, du jour comme de nuit, celui qui sait la capacité de chaque joueur. Donc s'il les aligne, c'est qu'ils sont bons. C'est qu'on fait un jeune aussi. Il y a des gens qui disent à 40 ans, Ronaldo, il a, comment on appelle, oui, mais après, monsieur Ouattara, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo. Tout le monde n'est pas Ronaldo. Tout le monde n'est pas Ronaldo. Oui, il fait l'exception. Il fait l'exception. Je suis d'accord, il fait l'exception. Mais les bons gars ici, on joue ici à 35 ans, 40 ans, parce qu'à lui, ils ont joué cette donc, monsieur Ouattara. Ils ont en équipe nationale. Je ne suis pas d'accord quand on accuse les gens de vieux. Effectivement, non, nous sommes d'accord avec vous. C'est votre avis, monsieur Ouattara. Mais la question, c'est Seriza, Kessié, Seko. Est-ce qu'ils sont pas utiles, bien sûr, à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Donc, regardez les performances sur cette carte. Mais quand on les a sélectionnés, personne n'a levé le petit doigt pour dire qu'ils sont là, sont vieux. Ok. C'est bien noté, monsieur Ouattara, et puis votre avis. Et bonne soirée. Merci beaucoup, et puis on salue tout le monde du côté de Bondoukou. Allez, on débriefe toujours. Valère, on parle toujours de ces anciens-là. On a écouté les propos de Franck Yannick Kessié après le match. Oui, Franck Yannick Kessié, comme je le dis, pour moi, si je le dis, si je suis coach, c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match. Il est le premier à le reconnaître. Ouais. Il n'a pas fait un bon match. Contre l'Égypte. Et toute la CAN, comment vous pouvez le trouver? Oui, contre toute la CAN, je pense qu'il fait quand même. Il a donné 3 passes décisives. Dans l'ensemble, c'est moyen. On va pas aussi. On va dire pas toute la CAN, parce que toute la CAN, il a quand même. C'est vrai que c'est. Ce match décisif, là. C'est le match sur le match décisif. Oui, mais après, on juge les leaders aussi sur ce de match. Écoutez, Sadio Mané est leader. Il fait des erreurs. Sadio Mané fait des erreurs. Il rate son match contre l'Égypte. Il le reconnaît lui-même. Il rate le match contre l'Égypte. Mais ça, je pense que ça, c'est le supporter. Le supporter, il a une mémoire un peu... le supporter, c'est à la santé. C'est sa mémoire, mais il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Voilà. Franck Yannick Kessié a marqué le but égalisateur de la finale de la CAN. Ça aussi, c'est un fait. Oui. Donc, on ne peut pas chasser un gars comme ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup qui ont son expérience. Son expérience est importante pour nous. Donc, on a besoin de ce gars avec nous. Et comme je suis d'accord avec Dakouri, mais il ne vient pas en équipe nationale parce qu'il est capitaine, il doit être titulaire. De facto. Non. Ah oui, là. Voilà. Mais il a sa place. Quand on cite les joueurs, on a cité Zaha. Je n'ai plus besoin de Zaha parce que, pour moi... On y en plus jeune. On en a plus jeune. Aujourd'hui, on a vu le petit Tabi Josselin qui signe à Sunderland. C'est un très bon joueur. Il peut remplacer Zaha. Quand c'est Jean-Michel, je ne suis pas d'accord avec lui parce que bon, il est parti. C'était un bon régulateur. Mais aujourd'hui, il est en Norvège, il ne joue pas. Tata n'est pas encore trop, il n'est pas trop jeune pour ça. Le jeune qui veut. Non, Tabi, il a 20 ans. Il vient de signer à Sunderland. Oui, mais Valère, il y a le problème. Moi, je veux parler d'une chose. Parce que quand tu vois Henao, c'est vrai, c'est un très bon joueur, prometteur et tout ça. Mais quand tu vois la post-compétition, c'est-à-dire la gestion de l'après-compétition. Il sait qu'il a fait une bonne compétition. Il sait que tout le monde parle de lui. Quand on le voit sur les réseaux sociaux, moi, un conseil pour lui, c'est comme mon petit frère, il doit se calmer. Parce qu'on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est de la jeunesse. C'est pour ça, ça fait partie de la jeunesse. C'est pour ça, il faut et aussi, il faut le laisser vivre. Parce que si tu ne le laisses pas vivre et que tu lui mets la pression, c'est dans ça qu'il se résume. On va se calmer, on va prendre la direction d'Ateng et on revient juste après retrouver M. Guéjac. M. Guéjac, bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Et chez vous? Nous allons super bien. C'est chaud ici, vous êtes un peu glacé quand vous nous appelez. J'espère que tout se passe bien à la maison. Supporter de l'Africa. Ah oui. Super. Puis la question LGT de ce soir, on parle de nos anciens, de nos doyens. Seri Jean-Michel Wilfried, Zaha Kessié, Seko. Les anciens sont-ils encore utiles pour les éléphants de Côte d'Ivoire? En tout cas, d'abord pour commenter, je voulais leur encourager. Okay. Voilà, pour la prestation qu'ils ont fait pendant cette Coupe d'Afrique-là. Il faut dire qu'on ne peut pas gagner tous les jours. Ça aussi, il faut que nous retournons ça. On ne peut pas gagner tous les jours.
la même manière que nous allons jouer pour gagner, les autres aussi, quand ils viennent là, c'est pour gagner. Donc, si on a perdu un match, ça ne veut pas dire qu'on va perdre tous les matchs qui vont venir en avenir. Donc, moi, je dis qu'on ne peut pas former une équipe nationale sans les anciens. Pourquoi on va enlever les anciens? On ne peut pas enlever les anciens. Il y a un autre qui a dit que les nouveaux, les jeunes là, ils étaient dans les matchs qu'on a joués là, non? Surtout contre l'Égypte là. Eux tous étaient là. Mais ils ont prouvé quoi? En tant que les enfants que nous sommes en train de souhaiter qu'ils jouent là, ils ont prouvé quoi? Moi, mon souhait, on s'en va jouer la Coupe du Monde. La Coupe d'Afrique est passée. La Coupe du Monde là, c'est pas les enfants, on va les prendre pour aller jouer contre Angleterre, Allemagne et puis Brésil. Il faudrait qu'il y ait des anciens parmi eux. Voilà. Les anciens, on peut dire que vous voyez, c'est les jeunes qui peuvent soutenir les anciens. Mais on ne peut pas enlever dans une équipe nationale, prendre une équipe jeune pour aller jouer la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, nous sommes... Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pareillement à vous. Et puis, ce qu'on dit, on n'a pas dit de retirer tous les anciens. On dit, on a donné des noms. On a dit Seri, Zach, Kessié, Seko. Les anciens sont-ils encore utiles dans une équipe, l'équipe de France, qui va chercher cette Coupe du Monde avec Kylian Mbappé? Il y avait quand même des anciens. En 2004, la plupart, c'était la jeunesse. En 2004-2005, Guel Curessois, il a fait tous les éliminatoires. Okay. En 2006, Henri Michel ne l'a pas appelé pour aller en Égypte. Donc, on peut écarter... Quand on parle de Guel Curessois, pour les plus jeunes qui ne savent pas, Guel Curessois, c'était un super milieu du terrain. Il était à la SEC d'Abidjan, il était capitaine, il a joué très jeune, toute la Côte d'Ivoire en parlait. Mais en 2006, Henri Michel ne l'a pas appelé. Donc, on peut avoir de la qualité, on peut être vieux, et puis on peut t'appeler. Ronaldo joue à 40 ans. Bon. Et il y a le retour de Benzema en équipe de France. Ce qu'on veut dire, quand on pose la question, est-ce que la question même ne pose pas problème? Est-ce que les noms de ces joueurs-là, que vous venez de citer là, Seri, Zaha, sont-ils compétitifs pour être toujours dans l'équipe nationale? C'est la question, c'est comme ça qu'on devait formuler la question. Parce que quand vous dites utile les anciens, non. L'équipe nationale, c'est le creuset de la compétence et de la performance. Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Si tu es performant et compétent en club, de facto, on t'appelle en équipe nationale. Tu as 16 ans. Si tu n'es pas compétitif en club et compétent, on ne t'appelle pas. Mais on a comme l'impression qu'en Afrique, on ne le fait pas. Regardez Mbappé. À 16 ans, il est rentré en équipe de France. Kylian Mbappé. Regardez Giuseppe Bergomi de l'Inter. À 16 ans, il est rentré à la nationale italienne. Mais chez nous, regardez chez nous en Afrique, même si tu as 16 ans, on ne te surclasse pas. Non. Et puis quand les gens disent que mais les jeunes étaient là avec les anciens, qu'est-ce que les jeunes ont fait? Mais quand vous voyez l'équipe nationale, le pourcentage d'anciens est plus que les jeunes. C'est aux anciens de guider les jeunes. Et les jeunes étaient les plus performants. Est-ce que les anciens, pendant cette canne-là, ont été des leaders pour donner le chemin aux Ivoiriens? Effectivement, c'est ça. Il faut reformuler la question. Je pense que la question est bien posée. Les téléspectateurs ont répondu à la question LGT posée. Et puis maintenant, on va écouter le public sportif ivoirien qui répond à notre question LGT. Les anciens sont-ils compétitifs? Moi, la Côte d'Ivoire a beaucoup de ressources jeunes qui peuvent nous aider à gagner la Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas utile d'appeler Seko Fofana et Kessié, tout ça. Question d'expérience, on a besoin d'eux. Mais c'est à force de jouer qu'on acquiert de l'expérience. Donc, il vaut mieux faire jouer les jeunes. On a toujours besoin des anciens pour essayer de progresser. Vu que les jeunes, certes, ils sont jeunes, mais ils ont besoin encore des grandes personnes, des anciens, pour leur donner plus de confiance. Sinon, la nouvelle génération est super, mais on a encore besoin des anciens pour essayer de mieux progresser. Je pense que ces anciens-là sont utiles pour la sélection ivoirienne, mais pas eux tous. Voilà, pas eux tous, parce que dans une sélection, dans une équipe comme la Côte d'Ivoire, on a besoin d'anciens joueurs pour leur expérience, évidemment. Donc je pense que cette sélection ivoirienne-là a vraiment besoin de jeunes talents. Et cette CAN-là nous a permis de découvrir ces jeunes talents-là. Mais ces jeunes talents-là ne pourront pas eux seuls pouvoir vraiment arriver loin sans l'expérience des anciens. Donc il faut que les anciens soient là aussi pour apporter leur savoir-faire, pour pouvoir servir de base, voilà, de fondement solide. Et maintenant on va laisser la place à ces jeunes-là de pouvoir vraiment montrer de quoi ils sont capables. Comme on a vu notre très talentueux Amad Diallo, notre très talentueux Yann Diomandé, vraiment qui ont fait la différence. Je dirais oui, ils sont utiles dans le sens où ils sont plus expérimentés que Inao,
Amad Diallo. C'est vrai que ces enfants jouent très bien, mais dans le métier, ils sont plus estimés. Donc, du coup, ils peuvent être sur le terrain pour pouvoir donner de la force à nos petits frères qui viennent d'arriver dans le match. Ils peuvent apporter beaucoup aux jeunes parce qu'il faut apprendre auprès de nos grands frères qui ont déjà exercé le métier. Effectivement, on va prendre la direction de Yamoussoukro, retrouver M. Diomandé Yaya. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Super, on salue tout le monde du côté de Yamoussoukro. La question LGT de ce soir, série Jean-Michel Wilfried Zakessié, Seko Fofana. Les anciens sont-ils encore utiles pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Faisons attention. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir. 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 Allez-y. Oui, bonsoir à tout le plateau. Oui, bonsoir, on vous écoute. Allez-y. Alors, je voudrais dire qu'il faut faire attention quand nous débattons. Il n'est pas utile pour nous, ce n'est pas essentiel, de tenir des propos qui vont jeter le discrédit sur nous-mêmes, notre équipe nationale. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe nationale, prenez l'équipe du Sénégal. Sur chaque ligne, que vous preniez le défenseur, que vous preniez le gardien, le défenseur, le milieu de terrain, l'attaque, il y a toujours un joueur d'une très grande expérience. Je prends le cas de comment il s'appelle, du joueur de Monsieur Diomandé Yaya. Monsieur Diomandé Yaya. Monsieur Diomandé Yaya. Est-ce que ces joueurs sont performants? Monsieur Diomandé Yaya, s'il vous plaît. Oui. La question GT, on ne va pas aller loin. On parle des éléphants de Côte d'Ivoire. Série Jean-Michel, Zak, Kessié, Seko. Les anciens sont-ils encore utiles? Voilà, est en fin de cycle. Ok. Ok, voilà. Ceux-là, ils sont en fin de cycle. Kessié, Seko, on ne peut pas les lâcher. Ok. Voilà. C'est votre réponse. Okay. Allez, on a perdu M. Diomandé Yaya pour lui. Allez, on a bien entendu. Allez, coach Gianni Tarek, on parle toujours de ces trois-là. Forcément, il y a la Coupe du Monde qui arrive. On ne peut pas, on l'a dit sur le plateau, écarter tout le monde. Mais forcément, on a dit il y a d'autres qui n'ont plus de place en sélection de Côte d'Ivoire. Oui, on doit... c'est-à-dire... Il faut faire le tri. Il faut faire le tri, il faut faire l'équilibre d'abord et garder la stabilité parce que la Coupe du Monde, c'est demain, dans 5 mois. Donc, Emers Faye n'a pas trop de temps pour tester d'autres joueurs, pour les faire intégrer dans l'équipe, pour les faire comprendre son projet de jeu et tout ça. Mais il y a des joueurs vraiment qui sont non compétitifs, c'est-à-dire qui manquent de compétition. Ils n'ont pas de place à l'équipe nationale, surtout que le rythme sera très élevé à la Coupe du Monde. Selon vous, sur quels critères doit s'appuyer le sélectionneur Emers Faye dans la perspective de la Coupe du Monde, coach Koudunion? Je pense que le frère l'a dit tout à l'heure, il faut des joueurs performants qui ont des temps de jeu en club. Voilà, c'est tout. Des joueurs performants qui ont des temps de jeu en club. Sans la compétition, on ne peut pas aller au haut niveau. Tous les entraîneurs le savent, même les supporters le savent. Et donc, ce que nous, on peut demander à notre coach, qu'il prenne le temps de voir. Aujourd'hui, on parle de Série Michael, on parle de Za. Est-ce que ces personnes-là ont des temps de jeu dans leur club? Est-ce qu'ils sont titulaires? Est-ce qu'il a pris des informations par rapport à eux? Non. Aujourd'hui, ils sont venus à la CAN. Ils n'ont pas eu de temps de jeu aussi pendant la CAN. Donc, donnons la chance à des personnes qui sont en compétition. Allez, on va prendre la direction d'Angré, oui, coach. Retrouver M. Goua. Bonsoir, M. Goua. Bonsoir, M. Dagelos, comment allez-vous? Super, bien, et vous? Oui, ça va, très bien. Allez, la question LGT de ce soir, série Jean-Michel Wilfried Zakessié, Seko. Les anciens sont-ils encore utiles? Moi, je pense qu'ils sont utiles, okay. Mais ils ne sont pas tous utiles. Parce que moi, je rejoins M. Takouri, parce qu'il faudrait qu'on pose la question autrement pour les téléspectateurs. Parce que c'est la compétitivité qu'on regarde. On ne regarde pas forcément l'âge, on ne regarde pas, c'est la compétitivité. Parce que vous savez, il y a des joueurs qui sont un peu plus âgés, mais ils sont compétitifs. Il faut regarder la compétitivité. Et je rejoins l'autre coach qui avait dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on amène les gens à se surpasser. C'est-à-dire on regarde plus leur manière de se comporter en club. Et on doit regarder aussi le niveau de leur club. Parce que M. Dakour l'avait dit hier,
Il y a des clubs en Afrique qui sont vraiment, vraiment bons. Tu peux être âgé, tu peux être dans ce club-là. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui on parle de Mohamed Salah, on parle de l'attaquant égyptien qui joue à City et chose Mamouche. Mamouche, il est jeune. Mohamed Salah est un peu avancé par rapport à son niveau de jeu tout autour à Liverpool. Mais ça ne décolle pas depuis en Égypte. Tous les jours, les gens se payent en Égypte. Mais quand vous voyez Sadio Mané qui joue en Arabie Saoudite, il est très compétitif en Arabie Saoudite et il vient en équipe nationale, il le prouve. Mais ne jetons pas de difficulté pour dire non, il faut tous les éliminer. Quand on parle de Thierry Jean-Michel, il joue en Norvège. En Norvège, où il joue, est-ce qu'il a le temps de jeu? Est-ce que le championnat est compétitif? Il faut regarder tout ça là pour avant de les appeler. On n'appelle pas les gens pour appeler. Il faut appeler des gens qui sont compétitifs. Et c'est très important. Moi, c'est ce que je veux dire ce soir. Merci beaucoup pour votre contribution. Messieurs, un constat. Aujourd'hui, on a du mal à retrouver les Ivoiriens dans les top clubs parce qu'à un moment donné, quand on parle de cette génération dorée, mais vous avez des Okora qui sont à Tottenham, Didier Drogba, Kalou, mais Yaya au Barça, dans les top clubs, et on le voyait en équipe nationale. Aujourd'hui, on a du mal quand même à retrouver les Ivoiriens dans les top clubs. Bon. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème de notre football aujourd'hui? Ben, écoutez, à chaque époque, il y a une génération. Il faut savoir, la génération d'Idrissa Gueye, on ne va pas la retrouver maintenant. Parce que c'était une génération avec... Aujourd'hui, en top club, regardez, Amad Diallo, Manchester. Même si Manchester n'est pas premier de la Première Ligue. Ouais. C'est par rapport à l'historique de Manchester, par rapport à Alex Ferguson et sa dominance qu'on parle de Manchester. Sinon, aujourd'hui, la domination en Première Ligue, ce n'est pas Manchester. C'est Arsenal, c'est Liverpool, c'est City. Mais en visibilité, c'est Amad Diallo qui est le plus exposé. Ouais. En deuxième, pour ceux qui suivent la Bundesliga, on parlera de Leipzig et de Hoffenheim. Leipzig, club formateur avec Salzbourg et autres. Mais la dominance en Allemagne, c'est bien entendu le Bayern Munich. Voilà, Bayern Munich a un degré moins Dortmund. Alors, quand vous voyez les autres clubs, le Sénégal, vous voyez Nicolas Jackson, qui a joué Chelsea, qui est au Bayern de Munich. Quand vous voyez Everton, vous voyez Idrissa Gana Gueye. Quand vous voyez Villarreal, Pape Gueye. Quand vous voyez derrière, il y a Ismaël Jacob, Galatasaray, le latéral gauche, ou bien Diouf, Malik Diouf, Brighton. Mais nos joueurs qu'on a, est-ce que ceux-ci sont dans des top? Ils ne sont pas dans des top clubs, la majorité ne sont pas dans des top clubs. Ce qu'on demande aussi à Faye, c'est de voir aussi la prospection africaine. Comment on peut avoir un joueur qui joue à Simba, qui s'appelle Awa Jean-Charles, qui a beaucoup tourné, s'est montré de bonne manière avec le Simba, un club tanzanien dans les compétitions africaines? On n'en parle pas. Comment on peut avoir des Zouzois qui sont à Young Boys, dans le même club que Djigui Diarra, le gardien de l'équipe nationale du Mali, qui depuis 5 ans évolue en Tanzanie. Il n'est pas en Europe, mais le Mali a beaucoup de gardiens en Europe, comme Samassa. Mais le numéro 1 au Mali, ce n'est pas Samassa qui est en Europe. Ils n'ont pas le complexe de l'Européen. C'est Djigui Diarra qui est en Tanzanie qui évolue là. Donc ce qu'on veut dire, c'est de dire qu'aujourd'hui, c'est la compétitivité qui est plus importante. Quel que soit le continent, si un Ivoirien est compétitif et est jeune, peut apporter et qu'il a un temps de jeu nécessaire, il faut l'appeler. Il faut l'appeler. C'est bien noté. La notion d'ancien. On va prendre la direction de Bonois, retrouver M. Guéza. Bonsoir, M. Guéza. Non, c'est M. Guézé, s'il vous plaît. M. Guézé, excusez-moi, oui. M. Guézé. Bonsoir, vous allez bien? Oui, j'appelle de Bonois. Super. Allez, la question GT de ce soir, bien sûr, éléphant en série A, Kessié Seko, les anciens sont-ils encore utiles? Bon, je salue d'abord le plateau. Bonsoir. Allez-y. Bon, ils ne sont pas tous utiles. Il faut prendre les anciens qui évoluent dans un championnat bien remonté. Par exemple, quand je prends le championnat d'Allemagne, d'Angleterre et l'Italie, c'est plus élevé. Par contre, il y a certains qui jouent dans les championnats qu'on ne voit pas. Il faut forcément appeler ces gens-là, ils ne pensent pas. Hein? Et tous les anciens ne sont pas utiles, c'est vrai. Il faut tamiser un peu. Voilà. Et puis, bon, il y a certains jeunes aussi qu'il faut aussi, il faut voir leur cas aussi. Est-ce que tous les jeunes méritent l'équipe nationale? Hein? Par exemple, quand je prends par exemple notre gardien de but, hein? Il est certes jeune, c'est vrai, mais il n'est pas le meilleur, c'est vrai. Il est un bon gardien, mais il n'est pas le meilleur. Il faut prospecter encore. Il faut trouver encore des gens plus solides que ça. Hein? Par exemple, le Stade d'Abidjan présente un gardien qu'on voit toujours au championnat. Là. Bamba Guissa. Ayez des yeux sur cet enfant-là. Il est bon.
Hein? Et puis, comment ça s'appelle notre milieu de terrain. Hein? Aujourd'hui, vraiment, allô, monsieur Guéza, allô, monsieur Guéza, allô, allô, allô. Allez, on l'a perdu. On a compris l'essentiel de ce que vous avez dit. À présent, on passe au point. Cannes 2025, le programme petite finale également, finale, on regarde tout ça ensemble. La petite finale, ça sera ce samedi 17 janvier 2026 à 16h, match Égypte-Nigeria. Et puis la grande finale dimanche, le 18 janvier 2026, 19h, Sénégal-Maroc à suivre en direct en intégralité sur la 3. Messieurs, rapidement, Égypte-Nigeria, pronostic coach, Koudouillon. Moi, j'opte pour le Nigeria. Pour le Nigeria. Valère? Ouais, Nigeria pour Nigeria. Coach Gianni? Nigeria. Serge Dakouri? Nigeria, parce que l'Égypte joue petit bras. C'est bien envoyé. Allez, puis pour la finale? Le Maroc. Maroc pour vous? Maroc après le pénalty. Maroc après le pénalty? 1-0 pour le Maroc. 1-0 pour le Maroc. Et puis? Je suis du côté de Dakar. Allez. Sénégal. Il va aller faire 2 jours là-bas. Allez, à présent, on passe au top but de la CAN. Souciant sur le côté, il va repiquer. Qui attaque, Crépin, le retrait. Et le ballon qui a été oublié. Et le Sénégal qui va ouvrir le score. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Maliens. Ballon oublié. Et il était dans le barrage. Après, je trouve que Atala va le voir. Emilio Nsoué pour l'une des rares positions. Vas-y! Emilio Nsoué qui va illuminer l'espace donc aérien marocain sur cette frappe en pleine lucarne qui laisse Mandrea sans aucune réaction malgré sa détente horizontale. Oui, Sénégal. Oui, effectivement, parce que le ballon a été donné dans la main. Attention, il y a un ballon qui a été équipé par Sadio Mané. Les Sénégalais, ils sont en train de hausser le ton, la frappe et l'égalisation de Papagaï, le retrait de Sadio Mané. Et Papagaï était là pour mettre la pendule à l'heure dans cette rencontre à la 30e minute. Se fait surprendre à n'importe quel moment. Attention, ce crochet avec... Le but de Loukman. Que c'est magnifique. John Takwara repositionné juste dans l'axe de la défense. Et là, la récupération en moins Soiniri dans la surface, elle est partie. Et c'est l'égalisation. Quel acte individuel, quelle lucidité. On l'a laissé évoluer jusqu'à la finition de ce ballon. Masouanizé qui permet au Zimbabwe de rétablir le score ici au stade de Marrakech. Qui va porter le ballon. Loukman. La frappe. Le but. Ah oui. Le 4e. But signé. Encore. Presque tous les attaquants ont trouvé le chemin du filet. But de Denis Bouanga à la 21e minute. Ce qui conforte un peu le Cameroun dans sa première position. Attention, en même temps qu'il y a but. Ici à Agadir. But de Jenny, il avait déjà marqué à la précédente journée face au Gabon. Le joueur du Sporting Lisbonne au Portugal. C'est lui qui ouvre le score pour les Mambas. Pour le moment, il est un peu en deçà. Ouais, il faut savoir que quand même le jeu était axé vers le côté d'Amad Diallo. Ce ballon est bon. Ce ballon, Amad, il va retenir. Oh, Amad Diallo, quel ballon ouvragé de l'intérieur du pied gauche. Et cette fois, ça fait mouche. C'est le génie, c'est l'homme gargantuesque, c'est le talent à l'état pur. Extérieur. Une descente, un ballon au deuxième poteau. Deuxième diable d'Osimhen, quelle descente et puis quel ballon on a battu au deuxième poteau.
imparable. C'était chaud ce Comme il soir, sait le de magnifiques buts qu'on vous a présentés durant cette CAN. Et puis, c'est pas encore terminé. Demain samedi pour la petite finale et puis la grande finale. Ça sera bien sûr le dimanche 18 janvier 2026. Madame, messieurs, merci pour vos analyses. Merci. Et puis, on va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous à part la semaine prochaine pour d'autres numéros de la grande team. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Allez, salut. Merci.